la ligne de soleil au-dessus de Moscou. Bonsoir, eh bien c'est parti, les Français sont sur la route et malgré les conseils de Bison Futé, ils ont été très nombreux à rouler aujourd'hui dans le sens du départ et puis surtout dans le sens du retour. Et bien sûr, il faut ce soir parler des difficultés habituelles, les bouchons dans le sud de la France, l'encombrement de l'autoroute du Soleil, notamment à Lyon. Alors pour vous donner une idée de ce qui s'est passé aujourd'hui et pour consoler ceux d'entre vous qui ne sont pas partis en vacances, Laurent Massardier s'est lancé sur la route dès ce matin. La remontée sur Paris est beaucoup plus pénible. 10 km/h maximum sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. L'arrivée... 10 km/h maximum sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Bon, je crois que Laurent Massardier, malgré toute sa bonne volonté, a eu beaucoup de difficultés à prendre la route ce matin. J'espère qu'on le retrouvera dans le courant de ce journal. Autre problème des vacanciers, l'hébergement. Si vous avez l'intention de camper dans le Var, eh bien vous ne trouverez plus aucune place. Le golfe de Saint-Tropez affiche complet. Pour aider les campeurs, cependant, le préfet et le conseil général du Var lancent pour la 3e année consécutive l'opération Camping Guidage. Un reportage de Dominique Laurie. Allô, PC Camping Guidage, bonjour. Je voudrais trouver un terrain près de Saint-Tropez. Oui, bien sûr, c'est pour quelle période? Pour la fin de la semaine, samedi matin. Oui, alors on n'aurait pas Saint-Tropez même, mais à Port-Grimaud. Nous sommes hier au poste central de l'opération Camping Guidage, une opération sauvetage en quelque sorte, pour des milliers de vacanciers qui tournent en rond à la recherche d'une place dans un camping, de préférence en bordure de mer. Informations téléphoniques, mais également bureaux de renseignement installés le long des routes nationales. 7 postes sont ouverts dans le département, Hyères, Fréjus, Saint-Égu, le Logis du Pin, la Barque, les Salles sur Verdon et Grimaud où nous sommes actuellement. Un bureau qui reçoit quelques 700 personnes par jour. Il y en a beaucoup qui arrivent chez nous, qui ont tourné depuis des heures sur toute la côte, donc qui arrivent par exemple de Toulon, qui ont fait toute la côte et qui arrivent chez nous en désespoir de cause en nous disant mais où vais-je trouver un camping, au moins pour passer la nuit, on est fatigué, on est éreinté, il y a des enfants qui crient dans la voiture, c'est épouvantable. Bon, et ils sont soulagés, même si on les envoie à 5-6 km, ils sont soulagés. Hein. En attendant de trouver des places sur le terrain de leur choix, les campeurs sont orientés vers des aires dites de délestage. Des terrains en général sommairement aménagés et parfois bien près de la route. Pourtant, ce séjour provisoire et souvent inconfortable ne semble guère troubler la bonne humeur des vacanciers. Bien content de trouver une place parce qu'autrement si c'est pour faire des kilomètres sans s'arrêter et pas trouver de place et de partir à l'étranger, bon je préfère mieux rester en attente pendant 2 ou 3 jours. Mais dites-moi, vous êtes ici en attente pour combien de jours? Ah ça, c'est problématique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais il faut attendre, hein, il y en a qui savent faire, il faut attendre 2 jours, 3 jours peut-être. En principe, il ne devrait pas rester plus de 48 heures. C'est ce qui se fait en général. Il y a des conditions d'hygiène quand même un peu. Hein. Mais alors, ce qui est important, c'est que nous puissions avoir à côté un camping comme aujourd'hui, où ils puissent profiter un petit peu des installations. Est-ce que c'est valable partout? Est-ce qu'il y a des installations partout? Oui, provisoires, des installations provisoires de partout. C'est pas génial quand même, non? Écoutez, c'est pas le 4 étoiles, mais c'est un dépannage. Allô, PC Camping Guidage, bonjour. Oui, bien sûr, il y a de la place à Hyères, au camping d'Ergapo. Oui, c'est assez loin, mais enfin, actuellement, c'est ce qui est le plus près. Au bord de la mer, non, pas tellement. Au Vergapo, oui. Là. Bien, je crois que nous avons retrouvé notre reporter, Laurent Massardier, sur la route des vacances. Il est du côté de Lyon et je sais qu'il a beaucoup de choses à nous dire, en tout cas à nous raconter sur ses premières heures de départ en vacances. On voit tout de suite ce reportage. On nous avait bien prévenu, ne partez surtout pas samedi. Futés et disciplinés, on a donc pris la route vendredi dans la matinée, un peu inquiets quand même qu'ils aient été des dizaines de milliers à avoir eu la même idée que nous. Inquiétude non vérifiée. Au kilomètre 55, première crainte, le péage de Fleury, célèbre pour ses bouchons. Mais pas de bouchons pour nous, il est pour ceux qui rentrent sur Paris. À midi, au kilomètre 207, premier ralentissement, 40 km/h sur 3 km à la suite d'un accident. Je sentais la voiture qui tanguait, on a monté sur le talus,
La France, je sais pas d'où et après... Il n'y a pas de blessés en tout cas? Ah non, je pense pas. Moi, je viens de téléphoner. Et vous avez perdu votre remorque et votre... Oh, tout est foutu. Et pas de blessés, mais pour cette famille, les vacances sont terminées avant même d'avoir commencé. À 300 km de Paris, arrêt aux pompes à essence. La semaine prochaine, on attend 15 ou 20 centimes d'augmentation et on se demande à partir de quel seuil les automobilistes utiliseront moins ou même plus du tout leur voiture. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel vous arrêterez d'utiliser la voiture? Minimum, quoi. J'essayerai d'éviter de faire de longs trajets. Bon, là, on part en vacances, d'accord, mais sinon, on regardera quand même, à la dépense. Merci. Lyon n'est plus qu'à 120 km. Au niveau de la sortie Chalon-Nord, sérieux ralentissement en direction du sud. On roule à 30 km/h, pas de vrais bouchons, mais la circulation est difficile sur 20 km. Dans l'autre sens, la remontée sur Paris est beaucoup plus pénible. 10 km/h maximum sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Pas de vacances, en tout cas pour l'instant, pour les députés de l'Assemblée nationale. Ils ont poursuivi toute la journée la discussion sur le projet de loi de décentralisation et ils ont bien avancé puisqu'ils ont déjà étudié une dizaine d'articles concernant les communes. Gaston Defferre estime que le débat pourrait se terminer dans la nuit de dimanche à lundi. Claude Labbé, le président du groupe parlementaire RPR, reproche au gouvernement de faire preuve de fébrilité dans cette affaire, mais il précise que son mouvement ne fera pas d'obstruction. Beaucoup d'informations économiques aujourd'hui, avec tout d'abord les hausses traditionnelles du mois d'août. Eh bien, vous paierez plus cher le pain, les cigarettes, les transports parisiens. Le détail de toutes ces augmentations avec Philippe Lassard. Pour les transports, c'est dès demain qu'augmentent les tarifs de la RATP. Le carnet de 10 tickets de métro coûtera 20 francs au lieu de 17,50 francs aujourd'hui en seconde classe. Cette hausse d'environ 15% vaudra également pour les billets SNCF de banlieue et pour la carte orange. Demain aussi, les boulangers pourront répercuter la hausse du blé et de la farine décidée à Bruxelles. Les prix du pain sont libres, mais la baguette de 250 grammes environ ne devra pas dépasser 2 francs en région parisienne et 1,90 franc en province. Autre augmentation, le prix de la journée dans les hôpitaux parisiens, plus 5,5%. D'autre part, plusieurs quotidiens de province ont décidé d'augmenter leur prix de vente au numéro de 20 centimes. Pour le tabac, augmentation de 15% en moyenne le 3 août. Un exemple, le paquet de gauloise, 3,40 francs au lieu de 2,90 francs aujourd'hui. Délai de grâce par contre pour les automobilistes, puisque la hausse de l'essence n'interviendra pas avant le 5 août. Mais la barre des 4 francs sera à coup sûr dépassée. Chiffre prévisible, le litre de super aux alentours de 4,10 francs. Après leur entrevue hier avec Mme Cresson, le ministre de l'Agriculture, les dirigeants professionnels du Midi viticole sont satisfaits des mesures arrêtées, mais ils ont décidé de maintenir la pression sur le terrain. Plusieurs manifestations hier soir et aujourd'hui encore de viticulteurs et de producteurs de fruits et de légumes. Christian-Marie Monod. Les viticulteurs poursuivent ainsi leur contrôle des camions-citernes pour s'assurer que les importations de vin italien sont bien suspendues. Et cela malgré les propos rassurants du ministre de l'Agriculture hier au cours de la première réunion de la cellule de gestion. Cependant, la décision de distiller 2 millions d'hectolitres de vin italien, permettant ainsi la remontée des cours, ensuite la création d'un office du vin en 1982, et enfin la demande à Bruxelles un prix fixe, satisfont momentanément les producteurs. Dans l'immédiat, la balle est dans le camp des négociants. Accepteront-ils de fermer longtemps encore le robinet juteux du vin italien sans demander des compensations? Rien n'est moins sûr. En tout état de cause, à la forte production locale de vin de table, plus de 33 millions d'hectolitres en 1980, soit la moitié de la production nationale, plus les quelques 8 millions d'hectolitres de vin italien arrivant sur le marché français, ont provoqué l'effondrement des cours. Reste que le problème de fond demeure, à savoir la reconversion d'une partie du vignoble d'une part, l'exportation de vins de pays en bouteille et non en vrac d'autre part, constituent, selon les spécialistes, les deux vraies solutions. Madame Édith Cresson est attendue dans un esprit de concertation le mois prochain dans la région. Des décisions devront s'imposer, mais dans le respect de l'esprit communautaire. Le gouvernement a également décidé d'aider un autre secteur en difficulté, les entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie. La procédure de soutien temporaire, déjà décidée, sera prolongée au-delà du 31 août. Ce dispositif concerne les entreprises du secteur industriel dont les effectifs n'excèdent pas 100 personnes.
Les réactions se multiplient après la décision prise hier en Conseil des ministres de geler les travaux de 5 centrales nucléaires. D'un côté, ceux qui trouvent que cet arrêt provisoire porte un coup au programme nucléaire, comme André Bergeron, Jean-Pierre Fourcade, et aussi les ouvriers des chantiers des centrales, soutenus par la CGT. Aujourd'hui encore, ils ont manifesté en Lorraine. Et d'autre part, ceux qui, au contraire, estiment que ces quelques chantiers provisoirement stoppés ne remettent pas en cause la politique nucléaire du précédent gouvernement. Parmi eux, la CFDT et puis les plus mécontents, les écologistes. C'est la politique définie par le régime précédent qui se poursuit. On avait des craintes déjà depuis 2 mois, puisqu'on pensait qu'au lendemain de la prise de fonction de M. François Mitterrand, il y aurait tout de suite des mesures pour geler les sites, comme c'était promis dans le programme socialiste. Mais on avait de plus en plus de doutes. Aujourd'hui, c'est clair, l'état de grâce et les écologistes et les antinucléaires, c'est terminé. Les fonctionnaires et les autres, cela pourrait être le titre du débat qui commence à faire beaucoup de bruit dans la classe politique et gouvernementale. Anicet Le Pors, le ministre de la fonction publique, a déclaré aujourd'hui au journal Le Matin que les fonctionnaires ne devaient pas payer une cotisation de solidarité qui sert à financer les indemnités de chômage. Or, les entreprises privées et donc les salariés des entreprises privées payent cette cotisation. Laurence Graffin. En fait, M. Le Pors s'est refusé à toute autre déclaration depuis l'apparition de ce journal. Le dossier du chômage est actuellement à l'étude. Le chômage coûte de plus en plus cher. Il coûte 54 milliards cette année. 54 milliards, ça fait 1000 nouveaux francs par Français. Alors, il y a plusieurs hypothèses, dont l'hypothèse de faire cotiser les fonctionnaires. Alors, il semble que la déclaration de M. Le Pors dans ce domaine ait été jugée prématurée. L'idée de demander des cotisations aux fonctionnaires n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle avait été évoquée par le gouvernement Barre. Elle avait été évoquée aussi, mais alors, sous d'autres conditions, par Mme Lalumière, qui était prédécesseur de M. Le Pors à la fonction publique entre les présidentielles et les législatives. Pour contrer cette idée, M. Le Pors s'appuie notamment sur des phrases de M. Mitterrand, extraites de ce qu'on appelle la Bible bleue. La Bible bleue, voilà, c'est un ensemble de citations de François Mitterrand pendant la campagne qui ont été rassemblées par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez cela normal que les fonctionnaires ne payent pas cette aide? Bien, il y a des arguments contre et des arguments pour. Les arguments contre, bien, c'est que l'UNEDIC, c'est-à-dire le système d'indemnisation du chômage, est limité au secteur privé, donc il n'y a pas de raison de faire payer les autres secteurs. Les arguments pour, c'est que les gens du secteur public ont un véritable privilège, c'est la stabilité d'emploi, et qu'ils devraient manifester une certaine solidarité. Et en Belgique, d'ailleurs, il existe depuis le début de l'année une cotisation de solidarité, ça s'appelle comme ça, qui est réservée aux fonctionnaires et qui est liée à un certain niveau du chômage. Et en France, Laurence, existe-t-il un problème vraiment financier important? Ah oui, on s'attend à un déficit de 5 à 6 milliards de l'assurance chômage cette année. Alors, beaucoup d'idées sont émises pour les résorber, entre autres l'idée d'André Bergeron, le vice-président de l'UNEDIC, qui est secrétaire général de FO, qui est en train d'en parler actuellement à M. Delors, à cette heure même. C'est de lancer un grand emprunt de 10 milliards sur 15 ans, intérêt variable. En fait, c'est en septembre qu'on en parlera vraiment, quand les discussions avec les parties intéressées commenceront au ministère du Travail. Les interpellations et les inculpations se multiplient autour de la tuerie d'Oriol. Tous les membres du commando sont maintenant sous les verrous. Nos envoyés spéciaux à Marseille ont tenté de cerner la personnalité de ces hommes et ils nous font également le point de la journée. Ce sont des enquêteurs heureux que nous avons rencontrés aujourd'hui, ou de moins qui seraient heureux si cette affaire d'Oriol avait été moins cruelle et sans pitié. Depuis hier, depuis qu'on a retrouvé les corps de la famille Massier, on ne peut plus avoir de doute sur la sauvagerie du commando du SAC. Et les enquêteurs du SRPJ de Marseille ont travaillé vite et bien pour mettre sous les verrous les auteurs de cette expédition punitive qui a dégénéré en massacre. Sont inculpés à l'heure actuelle 12 personnes. Finocchietti, Collard, Poletti, Massoni et Campana comme membres de l'expédition. Pour complicité ou non-dénonciation de crime, Sinibaldi, De Bizet, Maria, Cavallo, Mourier, Maté et Lecomte. Leur déposition représente, vous vous en doutez, une somme considérable de documents que va devoir maintenant dépouiller le juge Françoise Guérin. Et pour ce qui est du mobile, on n'en imagine pour l'instant aucune partie. Le mobile, cette tuerie atroce, apparaît pour nous policiers comme étant Jacques Massier, personnage à abattre, parce que ce commando avait sur lui un objectif bien net, il avait trahi. C'est tout à fait maintenant, et il a été abattu. Et quant aux documents dont on suppose que les tueurs venaient chercher, il n'y a pas de précision pour l'instant. J'ignore absolument tout de la teneur
et du nombre de ces documents. Et pourtant Finocchetti, semble-t-il, a bien dit que l'un des objectifs du commando était de récupérer les documents du sac. On a parlé de documents, mais encore une fois, moi j'ignore absolument quels peuvent être les documents du sac recherchés dans cette affaire. Monsieur de Bizen ne vous a pas beaucoup aidé pour ça. Je n'ai pas à répondre à cette question. Par ailleurs, le mystère n'est pas complètement dissipé en ce qui concerne le rôle de Lionel Collard. Certains enquêteurs sont persuadés du fait qu'il était le leader du commando, autrement dit le fameux Monsieur Z, mais bien sûr son épouse s'insurge. C'est un homme très droit, c'est un ancien militaire, il aime l'ordre, la justice et il est très sensible, estimé de tous, même dans son travail. Bon, mais la Castiane, je ne crois pas, il ne s'est jamais battu, il n'a jamais eu quoi que ce soit. Étant donné que lors du premier attentat que Massy avait, paraît-il, essuyé, il avait donné les noms donc de mon mari et de quelqu'un d'autre, qui certainement étaient les instigateurs de cet attentat. Et j'ai l'impression que des personnes se servent justement de ça pour leur mettre sur le dos ces crimes. Et qui pourrait avoir intérêt à faire ça? Alors là, moi je ne sais pas du tout, oui, parce qu'étant donné que Jacques Massy a trempé dans beaucoup d'affaires, enfin, moi je ne suis pas au courant, mais c'est ce que j'entends dire, qui n'était pas quand même un saint, qu'il avait beaucoup trempé dans tous les milieux. Je pense qu'on doit se servir de cette déclaration pour essayer de leur mettre le coup sur le dos. Mon client m'indique qu'il n'est pas du tout Monsieur Z. Et d'ailleurs, il m'affirme avoir un alibi et il n'arrive pas à comprendre pourquoi certains le mettent en cause. Mon client, d'autre part, a des révélations très importantes à faire à Madame le juge Guérin. Il n'a voulu rien m'expliquer sur ces révélations, mais il m'a dit simplement que tout cela amènerait un rebondissement considérable dans cette affaire. Et on ira chercher dans une direction qui est quand même bien distincte, m'a-t-il dit, du sac. Le gouvernement français suit avec une extrême attention les développements de la situation à Téhéran. Cette formule diplomatique du ministère des Relations extérieures exprime bien l'inquiétude de la France. Aujourd'hui à Téhéran, les milliers de participants à la prière hebdomadaire du vendredi ont été invités à manifester devant l'ambassade de France à Téhéran pour protester contre l'asile politique accordé à l'ancien président Bani Sadr. À l'université, ils étaient plusieurs dizaines de milliers, mais devant l'ambassade, malgré l'invitation des autorités, ils ne sont venus qu'à environ 5000. Les manifestants ont répété docilement les slogans qui leur étaient dictés. Ils sont restés là 1h30 et puis, dès l'ordre de dispersion donné, ils sont partis bien sagement et rentrés chez eux. La mobilisation contre la France est beaucoup moins forte que ce qu'elle était contre les États-Unis. Et d'autre part, on a remarqué que les autorités ont imposé des mesures de sécurité assez strictes. Par exemple, aujourd'hui, avant l'arrivée des manifestants, un cordon de plusieurs dizaines de policiers, de gardiens de la Révolution, de membres des comités révolutionnaires, tous lourdement armés, avaient pris place le long de la chancellerie et de la résidence de l'ambassadeur qui est contiguë. Une question nous préoccupe ce soir. Est-ce que l'ambassade de France sera attaquée comme l'avait été le 4 novembre 1979 l'ambassade américaine à Téhéran? À l'époque, les autorités iraniennes avaient laissé faire, alors qu'aujourd'hui, des gardes puissamment armés ont empêché tout débordement. Donc, pour le moment, le gouvernement iranien ne souhaite pas envenimer les choses. Deuxième différence, en 1979, il y avait à Téhéran une véritable obsession anti-américaine et la population était chauffée à blanc contre ce qu'on appelait à l'époque le grand Satan. Rien de comparable aujourd'hui, même si la France se trouve en première ligne. Cela dit, on ne peut pas exclure le risque d'une aggravation de la situation. L'extradition de M. Bani Sadr est réclamée avec la même insistance aujourd'hui que l'était il y a 2 ans celle du Shah, alors en exil aux États-Unis. D'ailleurs, un des responsables de la manifestation d'aujourd'hui devant l'ambassade de France a déclaré « Nous attendons les résultats des démarches de notre gouvernement auprès de la France et si la réponse de Paris est négative, alors nous reviendrons ». La Pologne agitée toujours par les soubresauts politiques et par la colère de sa population. Le Parlement a procédé aujourd'hui à un remaniement ministériel, mais l'événement, ce sont les femmes qui l'ont créé en manifestant dans les rues pour dénoncer la pénurie. Édouard Laure. Nouvelle forme de contestation. Depuis 3 jours, les grandes villes de Pologne sont paralysées par des marches de la faim. De longs cortèges de manifestants, le plus souvent composés de femmes. Manifestations très différentes des grèves de l'été dernier, mais tout aussi dramatiques.
Il s'agit une fois de plus pour les Polonais de pousser le gouvernement à revenir sur les augmentations prévues pour le début du mois, de 300 à 400% sur certains produits alimentaires. Que soit également annulée la décision de réduire de 20% les rations de viande, mesure qui entre en vigueur demain matin. Le Parlement a promis cet après-midi de réexaminer ces mesures, mais l'on voit mal ce qui pourrait maintenant aider les Polonais à sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Surtout lorsque l'on sait que l'aide de la seule communauté européenne, qui se monte à 2 milliards de francs, ne semble avoir rien résolu. François Mitterrand a reçu cet après-midi à l'Élysée M. Tchervonenko, l'ambassadeur d'Union soviétique en France. Cette rencontre intervient alors que les relations franco-soviétiques sont un peu froides depuis quelques semaines. Georges Bortoli. On ne prévoit pas pour l'instant de voyage de M. Mitterrand à Moscou ni de voyage de M. Brejnev à Paris. Voilà ce que nous a dit M. Tchervonenko après son premier entretien avec le président de la République. Entretien qui survenait au moment où la presse soviétique se livre à des commentaires un peu acides sur les positions françaises en matière d'équilibre Est-Ouest, positions françaises jugées trop atlantistes à Moscou. Мог заключить, что господин президент заинтересован в том, чтобы в Европе сохранялось равновесие. Je pars avec la conclusion que Monsieur le Président de la République est intéressé à ce que l'équilibre soit maintenu en Europe. И, как можно было ее понять, Франция будет в этом направлении прилагать свои усилия. Et je l'ai compris de telle façon que la France entreprendra des efforts dans ce sens. Malgré toute sa prudence diplomatique, M. Tchervonenko n'a pas caché que le point central de sa discussion avec M. Mitterrand avait été l'équilibre des forces nucléaires en Europe. En effet, M. Mitterrand estime que depuis que les Soviétiques ont introduit dans leur panoplie nucléaire européenne les fusées SS-20 dont la précision est souvent qualifiée de diabolique, ils ont rompu l'équilibre des forces en leur faveur. Et le président de la République pense certes qu'on doit discuter des armements avec les Soviétiques, mais qu'on ne peut vraiment parler de désarmement que lorsqu'il y a égalité des forces. Et voilà ce qui gêne les Soviétiques, car ils voudraient pour tout le monde éviter que les nouvelles fusées américaines Pershing 2 soient introduites en Europe. Autre rendez-vous pour François Mitterrand, un déjeuner avec Omar Bongo, le président du Gabon. Satisfaction des deux côtés après cette réunion. Depuis son installation à l'Élysée, le chef de l'État a déjà reçu le président de la Côte d'Ivoire et le président du Congo. Et il a l'intention de rencontrer la plupart des responsables des États d'Afrique francophones. Le 9 juillet, le président... Mesdames et messieurs, comme vous le savez, je viens de recevoir le chef de l'État du Gabon, M. Bongo. Le Gabon et la France entretiennent depuis longtemps de bonnes et solides relations. Tout ce qui a été dit entre nous ne peut que contribuer à les maintenir et à les développer. J'ai été heureux de ce contact. Comme vous le savez, j'ai entrepris depuis quelques semaines de rencontrer la plupart des responsables des États de l'Afrique, en particulier de l'Afrique dite francophone. Je peux vous assurer que la coopération franco-gabonaise se porte très bien et par cette occasion, le président Mitterrand m'a donné, je ne dirais pas une impression, m'a donné toutes les garanties en ce qui concerne la politique franco-gabonaise. Le 9 juillet, le président Houphouët-Boigny était reçu avec beaucoup d'égards par le président Mitterrand. Un lien ancien unit les deux hommes d'État. Nos relations remontent à plus de 34 ans et que nous sommes restés, malgré cette longue étape dans notre vie, nous sommes restés très proches l'un de l'autre. Pour le président du Congo, pays dont les sympathies politiques vont plus à l'URSS qu'aux démocraties occidentales, l'accueil a été tout aussi chaleureux, signe que la politique africaine de la France tente à s'élargir à de nouveaux horizons sans tenir compte des idéologies.
En Gambie, une petite enclave dans le Sénégal, une position qui explique bien l'intervention de l'armée sénégalaise, les auteurs du coup d'État menacent d'exécuter 10 personnes, dont 8 enfants qu'ils ont pris en otage si les troupes sénégalaises ne se retirent pas. Le président renversé, M. Jiwara, dirige les opérations de Dakar, où il est arrivé ce matin, et il a déclaré qu'il allait mater la rébellion. Attente angoissée à Belfast, le gréviste de la faim républicain Kevin Lynch est dans le coma. Il risque maintenant de mourir à tout moment. Le Parti communiste français a décidé d'organiser tous les jours une sorte de garde d'honneur devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris en faveur des prisonniers irlandais. Au Luxembourg, un avion militaire belge a percuté l'émetteur de RTL. Le pilote a été tué sur le coup. Des techniciens de la télévision de Luxembourg sont blessés. C'est un avion Mirage 3E de l'armée belge qui a heurté cet après-midi vers 14 h la nouvelle antenne de Télé Luxembourg à Dudelange, dans le Grand-Duché. Sous le choc, le pylône haut de 290 mètres s'est cassé en deux et s'est effondré sur les bâtiments techniques du relais de transmission. Les 2 techniciens qui s'y trouvaient au moment de l'accident sont à l'heure actuelle prisonniers des décombres. Il semblerait cependant qu'ils soient toujours vivants, mais les travaux de déblaiement n'ont pas encore permis de les dégager. L'avion a explosé immédiatement après le choc et son pilote a été tué sur le coup. On ignore toujours les raisons de l'accident. Que faisait un avion belge dans l'espace luxembourgeois? Pourquoi volait-il si bas? Toutes questions auxquelles les autorités luxembourgeoises et belges qui se sont immédiatement réunies essaient de répondre. Agression au Mans, 5 soldats permissionnaires ont roué de coups un ouvrier maghrébin de 47 ans qui circulait sur son cyclomoteur. Ils ont été placés aux arrêts de rigueur. Incendie à la permanence de Robert-André Vivien, député RPR du Val-de-Marne. Le feu d'origine suspecte a détruit toutes les dépendances du bureau de M. Vivien. Les sports maintenant, au championnat de France de natation. La Parisienne Carole Amoric a battu le record de France du 50 mètres nage libre en 27 secondes et 20 dixièmes. Football, à la veille de la première journée, demain du championnat de France 2e division, on s'interroge ce soir sur les chances de l'équipe de Marseille de faire une belle saison pour revenir en première division. Olivier Ray. L'Olympique de Marseille, c'est un club qui payait des joueurs professionnels, mais ça n'était pas un club professionnel. C'est si vrai que l'Olympique de Marseille a été obligé de licencier ses joueurs pour échapper à la liquidation pure et simple. Il a donc fallu l'intervention de Notre-Dame de la Garde et des autorités du football pour que Marseille obtienne un sursis. Mais pour essayer de rétablir la barre, le groupement du football professionnel a appelé Claude Cuny, fondateur de l'AS Nancy-Lorraine, souvent cité comme modèle pour le sérieux de sa gestion. En arrivant à Marseille, Claude Cuny a été surpris par le dénuement de l'OM. La veille de l'entraînement, de la reprise de l'entraînement, il n'y avait pas de terrain d'entraînement, il n'y avait pas de maillot, il n'y avait pas de ballon. Bon, tout est arrivé, Dieu merci, à temps, mais c'est extrêmement limite et puis c'est extrêmement minimum. Le centre de formation est assez déficient aussi. Et il faut que nous ayons un outil de travail à la mesure, encore une fois, du professionnalisme. L'outil de travail existe. Les Marseillais ne demandent en effet qu'à revenir au stade Vélodrome. Seulement, placé sous le contrôle d'un syndic, l'Olympique de Marseille est criblé de dettes. À peine moins de 2 milliards de centimes, 8 procès et plus de 50 créanciers. Un passif très lourd qu'il faut rembourser franc après franc. Pour cela, il faut trouver des modalités de paiement. À partir du moment où nous aurons la somme exacte à rembourser, il faudra négocier à la fois avec le tribunal, à la fois avec les créanciers pour obtenir un concordat qui nous permettrait de nous libérer de la dette sur un délai le plus long possible. Je dois préciser que M. Defer nous a reçus à notre demande et très rapidement et nous a d'ores et déjà apporté quelques apaisements au plan financier, aux confirmations de la subvention que nous connaissions déjà, des taxes sur toute la saison, quelques aides secondaires au niveau des stades d'entraînement qui font qu'on pense s'en tirer. Pour se sauver, l'OM a besoin de résultats, car sans résultats, pas de public et sans public, pas d'argent. Demain, au stade Vélodrome, Marseille débute le championnat contre Ajaccio avec une équipe de jeunes joueurs. De ces jeunes dépend en partie l'avenir de l'OM. Automobile avec les premiers essais du premier Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Bonne prestation des Français puisque René Arnoux a réussi le meilleur temps aujourd'hui. Alain Prost se classe 2e et Didier Pironi 4e. Il y a de grandes chances pour qu'il fasse très chaud dimanche prochain sur le circuit de Hockenheim à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1.
À 15 heures très précises, le départ sera donné et ce seront très probablement 2 Français, René Arnoux et Alain Prost, qui se placeront sur la première ligne de la grille de départ. Ils ont en effet réussi les 2 meilleurs temps pendant la première séance d'essai qui a eu lieu aujourd'hui. Les 2 Français sur Renault Turbo ont devancé Alan Jones sur Williams et Didier Pironi sur Ferrari. Mais il ne suffit pas d'être sur la première ligne de départ pour gagner, comme nous avons pu le constater il y a 2 semaines à Silverstone en Angleterre. Arnoux aurait sûrement remporté la course si sa Renault n'avait pas eu des problèmes de soupape. Ces problèmes sont maintenant réglés et les turbos auront un net avantage sur les moteurs atmosphériques. Les pilotes auront une distance de 305 km à parcourir à une vitesse moyenne de plus de 225 km/h. Une éclipse solaire exceptionnelle en Union soviétique. Le soleil s'est couché en plein jour aujourd'hui sur la plus grande partie du pays. Des milliers de soviétiques ont pu observer ce phénomène. Les scientifiques français sont sur place. Voici donc les premières images de cet événement scientifique. Аки проявляли беспокойство. А когда Луна полностью перекрыла солнечный диск и появилась корона, в природе установилась абсолютная тишина. Затмение светила предоставляет биологам, медикам редкую возможность изучать реакцию живых организмов на внезапные... Vous signalez que nous n'avons pas encore engagé à la télévision française de journalistes soviétiques. Je pense toutefois que ces journaux se passaient bien de commentaires tellement elles étaient belles. Le temps demain et puis j'espère pour tout le week-end, Alain Gillot-Pétret. Oui, allons-y. En tout cas, la tendance pour demain, des orages à l'est et des nuages à l'ouest. Température un tout petit peu moins chaude qu'aujourd'hui. Vous le voyez, il faisait très chaud, surtout dans le centre. 32 degrés à Clermont-Ferrand, 31 degrés à Paris. J'ai entouré, vous le voyez derrière moi, les régions où il y a eu des orages ou des nuages. Vous voyez la différence tout de suite dès qu'il y a un orage, 21 degrés à Alençon et à quelques kilomètres de là, 31 degrés à Tours. La prévision pour demain samedi, toujours un temps très lourd, très chaud, très orageux avec des orages localement violents sur la moitié est du pays. À l'ouest, un temps très couvert, très nuageux avec des pluies éparses, beaucoup de nuages donc, température un tout petit peu en baisse, beaucoup d'humidité, beaucoup de brume le matin, surtout s'il a plu la veille ou cette nuit. Et en ce moment d'ailleurs, il va commencer à pleuvoir sur Paris, il y aura beaucoup d'orages jusqu'à au moins 22 heures. Au sud de la Loire, les éclaircies seront plus belles, surtout sur l'Aquitaine. Pour dimanche maintenant, sur une autre carte, là un peu plus compliqué, toujours des orages ici, sur la moitié est, pas sur la moitié est, sur l'extrême est du pays, au nord de la Loire, un temps assez chargé, avec des nuages, des pluies éparses sur la Manche, du vent venu du nord qui va rafraîchir les choses, et beaucoup de nuages. Au sud de la Loire, beaucoup de soleil, car l'anticyclone des Açores devrait se replacer sur notre pays à partir de dimanche soir, et pour lundi, mardi, mercredi, logiquement, il devrait faire très beau. La prévision de température maintenant pour demain, très simple, Lille 22 degrés, c'est le maximum de l'après-midi, Bastia 32 degrés, le maximum de la chaleur pour l'après-midi demain. C'est un peu moins chaud qu'aujourd'hui, mais c'est tout de même bien agréable, c'est l'été. Le Tour de France à la voile patronné par Antenne 2. Demain, c'est l'étape Royan-Arcachon. Oui, c'est cela. Vent viendra du sud-est, force 1 à 3. La mer sera belle, à peu agitée. Enfin, notre éphéméride pour demain, samedi 1er août. Et j'espère que le mois sera très beau pour les vacanciers avec les heures de lever et de coucher du soleil, la fête de Saint-Alphonse. Et pour nos amis suisses qui regardent le journal d'Antenne 2, et notamment la météo, je le sais, je vous rappelle, amis suisses, que c'est votre fête nationale, mais vous le saviez déjà. Jacques Merlino vous présentera le dernier journal un peu avant minuit. Après le Trou Vert, l'opéra de Verdi que vous pourrez voir en direct à 22 h. Et puis demain, l'invité d'Antenne de Midi sera Pierre Huguenard, professeur d'anesthésie et de réanimation à la faculté de médecine de Créteil. Bonsoir, je vous souhaite un excellent week-end.